Bienvenue à tous dans ce webinaire qui a pour thème la gestion de patrimoine. Mon nom est Fabienne Michels, je suis Financial Sales Expert chez Keytrade Bank au sein du service Keyprivate. Le Keyprivate est la solution de gestion discrétionnaire de portefeuille de Keytrade Bank. Je vous présente Geert Van Erck, qui est le Chief Stratégiste de Keytrade Bank et également le président du comité d'investissement de la gestion des portefeuilles Keyprivate. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors cette année 2024 est une année particulière car près de la moitié de la population mondiale est concernée par des élections. Par ailleurs, c'est également un climat géopolitique et politique très compliqué que nous connaissons actuellement. Alors dans ce contexte, dans cet environnement, il est souvent difficile pour l'investisseur de prendre des décisions d'investissement, de faire les bons choix. Alors comment investir aujourd'hui dans ce contexte économique, géopolitique, politique très chargé? Est-ce le bon moment d'investir? Faut-il tenir compte de tous ces aspects géopolitiques, politiques, ou faut-il plutôt se concentrer sur la santé de l'économie? La solution n'est-elle pas finalement de faire appel à des experts qui ont des outils, des indicateurs pour faire les bons choix d'investissement au bon moment? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans ce webinaire. Ce webinaire se déroulera en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons nous poser la question « Pourquoi investir plutôt que de laisser son argent en cash sur un simple carnet d'épargne ?» Nous allons ensuite parcourir l'actualité économique du moment et enfin vous présenter notre solution de gestion de portefeuille Keyprivate. Alors Geert, une première question. Donc, pourquoi investir aujourd'hui? Ces dernières années, les taux d'intérêt ont quelque peu remonté sur les comptes épargne. Mais finalement, est-ce malgré tout toujours intéressant d'investir en actions ou en obligations? Obtient-on un meilleur rendement? Oui, en effet, on sait par expérience que le Belge est un investisseur conservatif défensif. Le Belge ne prend pas trop de risques avec son patrimoine. De cette façon, le carnet d'épargne reste populaire parmi les investisseurs belges ou des produits à taux fixe. Mais je pense que pour réaliser un rendement plus élevé sur le long terme, il faut évidemment investir dans un portefeuille bien diversifié où une partie est investie en actions, en obligations et en matières premières. Parce que les données historiques nous disent que sur le long terme, vous gagnez le plus avec un investissement en actions. Si on regarde par exemple les 30 dernières années, on sait qu'un investissement en actions rapporte l'investisseur environ 10% par an. C'est nettement plus qu'un investissement en obligations qui est à 4% et 2% pour les carnets d'épargne. Donc voilà l'importance d'investir dans un portefeuille bien diversifié, Fabienne. Tout à fait. Donc, on l'a vu effectivement, investir en actions, en obligations, plutôt que de laisser son argent en cash, offre un meilleur rendement. Mais Geert, il y a aussi une autre raison qui justifie d'investir, c'est l'inflation et donc l'impact de l'inflation sur la valeur de l'argent. Oui, comme par exemple, vous mettez 100 000 euros sur un carnet d'épargne et il y a une inflation annuelle de 2%, vous risquez de perdre énormément de l'argent parce que ici sur le graphique, on voit sur 30, 35, 40 ans, on voit l'impact très négatif de l'inflation sur le pouvoir d'achat de votre carnet d'épargne. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est de commencer le plus vite possible par investir. Donc, si vous commencez par exemple à l'âge de 25 ans avec un investissement de 5 000 euros, avec un rendement annuel de 5%, vous faites un très bon investissement sur le long terme si on compare par exemple l'investissement à quelqu'un qui commence à partir de 35 ans. Donc il y a deux effets ou deux phénomènes qui sont très importants, c'est de dire oui, réaliser un rendement plus élevé que le niveau de l'inflation et commencer le plus vite possible par un investissement, en préférence par un portefeuille bien diversifié. Voilà, tout à fait. Donc, on l'a vu, l'importance de diversifier, d'investir, mais on sait qu'un investissement en bourse, ce n'est pas un chemin rectiligne, qu'il y a de la volatilité, des fluctuations qu'il faut accepter. Et je pense que tu as un schéma qui illustre très bien cela. Oui, je pense qu'en haut, on voit le rêve de chaque investisseur de dire voilà, aujourd'hui, je fais mon investissement dans un portefeuille diversifié et j'aime récolter les fruits de mon investissement sur 10, 15, 20 ans sans trop de volatilité.
Mais en bas, on voit la réalité quotidienne des marchés. Parfois, il y a des périodes où la volatilité est un peu plus élevée. Il faut évidemment gérer cette période de haute volatilité. Parce que parfois, des investisseurs individuels prennent des décisions un peu émotionnelles, donc on vend, on achète au mauvais moment. Et donc, je pense que pour gérer cette volatilité, nous, les experts du comité d'investissement, sont là pour bien aider les clients à gérer ces périodes parfois difficiles. Tout à fait. Alors voilà, nous venons de voir que pour optimaliser le rendement de son patrimoine et également pour contrer l'effet de l'inflation, il est important et préférable d'investir une partie, en tout cas de son patrimoine. Mais pour investir et faire ses choix d'investissement, il est important aussi de tenir compte du contexte économique, de la situation économique. Alors pour cela, il existe des indicateurs qui donnent une idée de la santé de l'économie, et notamment un des indicateurs, et qui est également suivi dans le comité d'investissement, ce sont les indices PMI. Alors Pierre, peux-tu nous expliquer tout d'abord ce que sont ces indices PMI et qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information aujourd'hui sur la santé de l'économie? Pour faire l'analyse de l'économie mondiale dans notre comité d'investissement, on regarde surtout l'analyse de la confiance parmi les chefs d'entreprise. Chaque mois, JP Morgan publie un rapport sur l'évolution de la confiance parmi les chefs d'entreprise. C'est basé sur une enquête parmi 10 000 chefs d'entreprise aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et dans les questions, les chefs d'entreprise répondent, est-ce qu'ils sont plutôt optimistes, pessimistes pour le futur? Est-ce qu'ils vont faire des nouveaux investissements? Est-ce qu'ils vont créer des nouveaux emplois? Donc un grand nombre de questions, et sur base de ces questions, on fait un indice. Ce sont donc les indices PMI. Sur votre écran, vous voyez l'évolution de la confiance parmi les chefs d'entreprise. Et on voit effectivement en 2020, 2021, 2022, il y avait un recul de cette confiance parmi les chefs d'entreprise. Donc c'était aussi une période pendant laquelle la croissance de l'économie mondiale était faible. On a vu à partir de 2023 et surtout vers la fin de 2023, début 2024, de nouveau un rebond à la hausse de la confiance. Donc c'est un signal optimiste pour l'économie mondiale. Ça veut dire que les chefs d'entreprise deviennent plus optimistes. Et selon nous, ça veut dire que les chefs d'entreprise vont prendre des décisions pour faire des nouveaux investissements, pour créer de nouveaux emplois. Donc c'est un signal très positif pour l'économie mondiale, Fabienne. Tout à fait. Alors je pense qu'il y a aussi un autre indicateur que le comité d'investissement suit et qui est aussi un indicateur qui donne une idée de la santé de l'économie, c'est l'évolution, le cycle des matières premières. Alors aujourd'hui, où en est le cycle des matières premières ? Les matières premières donnent aussi des signaux pour la santé de l'économie mondiale. Et je pense que les matières premières ont peu l'habitude de faire rien pendant de longues périodes, 10 ans, 22 ans, 10 ans, où il y a surtout un mouvement horizontal, donc peu de hausse pour les matières premières. Mais à un moment donné, il y a quand même, je dirais entre guillemets, une explosion des prix des matières premières et il y a une forte hausse des prix pour les matières premières. Et si on regarde les 10-15 dernières années, il y avait aussi une période où les prix des matières premières n'ont rien fait. Mais maintenant, après la crise du Covid, au milieu de 2020, on a vu de nouveau une belle hausse des prix des matières premières. Et même aujourd'hui, en 2024, on voit de nouveau des prix de record pour le cuivre et l'or. Donc, le signal du marché des matières premières, c'est aussi un signal très positif pour l'économie mondiale. Donc pour cette raison, on a pris la décision d'investir dans les matières premières, dans nos portefeuilles qui private. On peut investir dans le prix de l'or ou les métaux industriels. Et c'est aussi une couverture contre la hausse des prix, donc l'inflation, Fabienne. Donc voilà, sur base effectivement des indicateurs que nous venons de voir, les indices PMI, les matières premières, les nouvelles sont plutôt positives, optimistes. Et pourtant, si on se réfère à l'actualité, le contexte là est plutôt morose. On est dans un contexte politique, géopolitique compliqué. Comme je l'ai déjà dit, 2024 est une année record en termes de pays qui doivent passer aux urnes. Et on sait que dans certains pays, cela peut avoir des conséquences
importante. Alors, dans un tel environnement, dans un tel contexte, dans de telles périodes, l'investisseur peut parfois être hésitant, réticent à investir. Effectivement, si on se retourne sur le passé, quelques années en arrière, est-ce qu'en 2016, vous auriez décidé d'investir si vous aviez su que Donald Trump serait élu président des États-Unis? Effectivement, à ce moment-là, on s'attendait plutôt à ce que les marchés baissent. Puis finalement, les marchés ont plutôt bien performé. Par contre, ensuite, 2020, on a connu la pandémie du Covid. Aussi, une correction assez importante, mais aussi une reprise très rapide après quelques semaines seulement. Ensuite, 2022, une année aussi très particulière avec une guerre sur le sol européen, le déclenchement de la guerre en Ukraine, ce qui a créé l'emballement de l'inflation. Les banques centrales ont réagi en augmentant les taux d'intérêt, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et cela a également eu un effet sur le marché obligataire qui a connu finalement sa pire correction depuis les années 30. Alors c'est vrai que tout ce contexte mondial, international, évidemment, peut avoir une influence sur les choix, sur les décisions de l'investisseur. Et ça, c'est le côté émotionnel, évidemment, qui prend dans ce cas-là le dessus. Alors, Geert, peux-tu justement nous expliquer comment les émotions peuvent intervenir dans les choix, dans les décisions d'investissement? Bien gérer ses émotions, je pense, est quelque chose qui est très, très important. Aujourd'hui, on sait que les marchés financiers sont surtout émotionnels plutôt que rationnels. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, les investisseurs regardent les nouvelles du matin jusqu'au soir. Et parfois, on risque de prendre des décisions plutôt émotionnelles que rationnelles. Et le cycle émotionnel est très important pour nous aussi dans le comité d'investissement pour avoir une vue sur les marchés. Par exemple, on sait que quand les bourses performent très très bien, 2, 3, 4 ans où les bourses performent très très bien, à un moment donné, on voit ou on constate qu'un grand nombre des investisseurs est très très optimiste. À ce moment-là, il faut devenir un peu plus alerte parce qu'on sait, dans le passé, quand un grand nombre des investisseurs est plutôt optimiste, un retournement de la tendance commence. Mais aussi, après une chute de 40-50%, on remarque de nouveau qu'un grand nombre des investisseurs devient très très pessimiste, très très négatif. Et de nouveau, à ce moment-là, un rebond du marché est proche. À ce moment-là, il faut oser investir. Et donc, pour nous, dans le comité d'investissement, on fait chaque mois une analyse des indicateurs sur le sentiment parce que ces indicateurs nous donnent aussi de l'information, Fabienne. D'accord, donc on l'a vu, il est important de laisser ses émotions de côté, de prendre ses décisions sur base d'éléments rationnels, d'éléments objectifs. Alors, comment est-ce que le comité d'investissement prend ses décisions d'investissement, se dire aujourd'hui il faut acheter, il faut plutôt rester investi ou au contraire il faut vendre? On veut gérer sans émotion, sans prévision et pour cette raison, dans le comité d'investissement, on regarde surtout les signaux. Et ici, on voit l'évolution de l'indice MSCI All Countries World Index. C'est l'indice de référence pour les investissements en actions. C'est un indice qui contient toutes les régions, tous les secteurs et toutes les actions importantes pour les investisseurs. Et on voit l'évolution à partir des années 2000. Et j'ai simplement ajouté un autre indicateur en rouge, c'est la moyenne mobile sur 12 mois. C'est simplement le prix moyen de l'indice. Et si l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile, c'est la définition d'une tendance haussière. À ce moment-là, nous voulons être investis au maximum dans chaque profil, dans chaque portefeuille. Par contre, si l'indice se trouve en dessous de la moyenne mobile, on devient défensif. On va réduire l'exposition aux actions. Et de cette façon, on sait gérer les portefeuilles sans émotion, sans prévision. On regarde simplement les signaux. Si on regarde par exemple cette année, l'année 2024, on constate que l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile. Donc nous nous trouvons actuellement
dans une tendance haussière. Donc, chaque profil doit être investi au maximum en actions. Et on remarque aussi que la moyenne mobile, donc la ligne en rouge, se trouve aussi dans une tendance haussière. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas être trop défensif dans les allocations des portefeuilles des clients, Fabienne. Tout à fait, donc pas de signal de vente et plutôt rester investi ou en tout cas encore investir aujourd'hui. Alors malgré tout, et on l'a déjà dit, quand on investit en bourse, il ne faut pas paniquer. Il y a de la volatilité, il y a des moments de baisse, donc il ne faut pas directement vendre, au risque peut-être que le marché remonte juste après. Mais d'un autre côté aussi, il faut éviter des pertes trop importantes. Je pense que tu as des exemples concrets pour nous expliquer cela. Nous regardons ici l'historique de l'indice MSCI Europe, c'est l'indice de référence pour les actions européennes. Dans cet indice, on y retrouve des grandes actions comme Siemens, Total Energies, Novo Nordisk, LVMH, donc des sociétés bien connues. C'est un historique qui commence à partir de 1980, donc on a un historique de 44 ans. Premier constat, 33 sur 44 ans, on a un rendement positif avec un investissement en actions européennes. Donc 3 sur 4, c'est un bon statistique. Donc si vous faites un investissement en actions, vous êtes compensé pour prendre ce risque dans le portefeuille. Deuxième constat, chaque année, et je me répète, chaque année, il y a une correction en moyenne moins 15%. Et ça fait partie du jeu, il faut simplement l'accepter. Mais pour nous, pour le comité d'investissement, on a un objectif de limiter les larges pertes dans les portefeuilles, les moins 30, les moins 40. La correction annuelle de moins 15%, on ne sait pas éviter. On accepte la volatilité annuelle. Mais simplement, limiter les larges pertes pendant des périodes où la volatilité est très élevée, là, c'est notre objectif. Et pourquoi est-ce que c'est important de limiter les pertes dans les portefeuilles? Si par exemple, on perd moins 40, moins 50%, comme dans la crise financière de 2008, il faut d'abord réaliser un rendement de 100% pour récupérer les pertes. Donc, c'est quelque chose qui est parfois très difficile, réaliser une performance de 100%. Donc, limiter les pertes à moins 10, moins 20%, c'est plus facile à récupérer des larges pertes. Donc voilà l'importance pour nous, pour le comité d'investissement, de vraiment limiter les pertes dans les portefeuilles. C'est notre objectif principal parce que nous sommes convaincus que pour réaliser un bon rendement sur le long terme, il faut limiter les pertes dans les portefeuilles des clients. Fabienne. Alors oui, tout à fait, tout ceci nous montre l'importance finalement de faire appel à des professionnels, à des experts pour gérer son patrimoine. Les professionnels qui disposent d'outils, comme on l'a vu, les moyennes mobiles pour prendre les bonnes décisions au bon moment, qui suivent en permanence les différents indicateurs qui donnent une idée sur la santé de l'économie. Et donc venons-en à notre solution de gestion de patrimoine KeyPrivate. Mais tout d'abord, qu'est-ce que de la gestion de patrimoine? Alors, de la gestion de patrimoine, c'est confier la gestion à un gestionnaire, un professionnel qui va gérer le portefeuille en fonction du profil de risque choisi par le client. À qui s'adresse la gestion de patrimoine? On pourrait dire qu'elle s'adresse à tout un chacun, à toute personne qui se dit finalement moi je n'ai pas le temps de gérer mes investissements, mon patrimoine, je n'ai pas envie de le faire ou pas envie d'y consacrer du temps, je n'ai pas les connaissances, les outils ou l'expérience nécessaire pour le faire, ou même également à l'investisseur déjà actif mais qui souhaite diversifier ses types d'investissements. Alors donc le KeyPrivate, la solution de gestion de patrimoine de KeyTrade Bank, a été créée en 2016 avec l'ADN de KeyTrade Bank, c'est-à-dire une solution de placement avec des coûts très bas, à partir déjà de 15 000 €. Donc le KeyPrivate est déjà accessible à partir de 15 000 € et donc au niveau des frais, je vous disais des frais très bas avec seulement des frais de gestion de 0,91% TVA comprise par an. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de transaction. Au niveau des taxes, les taxes sont également peu élevées comparées à d'autres types d'instruments financiers, d'autres placements. La taxe de bourse s'élève à 0,12% ou 0,35% selon le type d'instrument financier.
Il y a également éventuellement une taxe sur la plus-value pour la partie obligataire, mais cette taxe est vraiment très minime puisqu'elle ne concerne que la partie obligataire et uniquement la plus-value. Alors le key private, c'est évidemment une gestion active. Le comité d'investissement gère en permanence les portefeuilles, suit en permanence les marchés, donc prend des décisions d'acheter, de vendre. Il y a également régulièrement un rebalancement qui est effectué dans les portefeuilles. Alors un rebalancement, simplement, c'est que vu qu'il y a un profil qui est déterminé au départ pour le client, si par exemple les actions prennent plus de valeur, évidemment le profil est quelque peu déséquilibré par la plus-value prise par la partie action par exemple, et donc il y a un rebalancement qui est fait régulièrement pour rester en concordance avec le profil déterminé donc au départ pour le portefeuille du client. Évidemment, le client peut suivre en permanence la valeur de son portefeuille. La valeur du portefeuille est mise à jour en temps réel, accessible via son accès client. Et nous informons également nos clients sur toutes les décisions qui sont prises dans le comité d'investissement via une vidéo mensuelle donc qui est publiée chaque début de mois, une vidéo d'une dizaine de minutes dans laquelle nous faisons part des décisions, nous comparons les performances de nos portefeuilles key private avec le marché. Et également trimestriellement, un rapport trimestriel un peu plus complet. Alors maintenant, hier, voyons peut-être les rendements réalisés ces dernières années par nos portefeuilles key private. Nous allons montrer des rendements nets. Donc net veut bien dire que les frais de gestion sont déjà inclus et les taxes que j'ai citées sont également inclus dans ces rendements. Et il s'agit donc de rendements annualisés. Oui, voilà. Et je me permets de nouveau vous poser une question. Si on était par exemple le 1er janvier 2019 et je vous dis, dans un an, il y a la crise du Covid avec des conséquences très négatives pour l'économie mondiale, puis il y a la guerre en Europe, la hausse des prix en Europe, la crise énergétique. Est-ce qu'à ce moment-là, le 1er janvier 2019, est-ce que vous prenez la décision d'investir dans un portefeuille diversifié ou est-ce que vous restez défensif avec un placement dans le carnet d'épargne, par exemple? Et je pense que nos émotions nous disent, voilà, non, moi je veux éviter la volatilité sur les marchés, mais comme vous pouvez regarder, on a quand même réalisé des belles performances pendant cette période où il y a de nouveau, à certains moments donnés, un peu la volatilité élevée, donc des rendements nets pour un profil équilibré de 3%. Pour un profil 7, un profil dynamique, on était à 5% net. Donc voilà de nouveau une illustration des émotions qui nous permettent parfois de dire, voilà, non, je ne fais pas un investissement, je reste défensif avec un placement dans le carnet d'épargne ou l'obligation traditionnelle, Fabienne. D'accord, alors je précise bien que donc, les rendements ici que nous voyons sont des rendements annualisés, donc il s'agit bien d'un rendement annuel moyen sur la durée ici depuis 2019. Ouais. Alors, au niveau maintenant de la composition des portefeuilles key private, dans les portefeuilles key private, le comité d'investissement investit uniquement via des trackers, donc pas d'actions individuelles, pas d'obligations individuelles, ni de SICAV classique. Alors, qu'est-ce qu'un tracker tout d'abord? Quel est l'univers? Donc, quels sont les trackers utilisés dans le cadre de la gestion des portefeuilles? Et puis peut-être nous donner un exemple de la composition d'un portefeuille key private actuellement. Donc, dans le comité d'investissement, on a pris la décision de ne pas investir dans des actions individuelles ou des fonds bien connus. Non, on a pris la décision d'investir dans des trackers. Dans la presse, on lit souvent tracker, ETF, fonds passifs, c'est toujours la même chose, hein, on parle de la même chose. Donc pour nous, nous avons créé un univers de 8 ETF. D'abord, il y a 4 ETF pour la partie action de nos portefeuilles, où on fait un investissement dans le MSCI World. Donc le tracker MSCI World ne fait que suivre un indice de référence, c'est-à-dire le MSCI World qui contient surtout des actions américaines. Les actions américaines ont une exposition de 60-65% dans le MSCI World. Et donc, avec un tracker, on ne fait que suivre cet indice, le MSCI World, et donc de cette façon, on est aussi garanti du rendement de marché. On a aussi un tracker pour les pays émergents, comme la Chine et l'Inde. Pour les investissements en actions européens, on peut prendre un tracker sur le MSCI Europe, où de nouveau,
on va suivre l'indice de référence MSCI Europe, mais on sait aussi prendre un tracker sur les petites capitalisations européennes, comme par exemple en Belgique des sociétés comme Barco, Kinepolis, EVS, ce sont des petites capitalisations. Pour la partie obligataire de nos portefeuilles, on peut prendre un investissement dans les obligations traditionnelles, les obligations d'État, mais aussi les obligations à haut rendement, des obligations avec un peu plus de risque, mais aussi un coupon un peu plus élevé. Et puis, on a la partie matière première de nos portefeuilles, où on sait faire un investissement dans le prix de l'or ou les métaux industriels comme le cuivre et le zinc. Donc on a un univers de 8 ETF, mais c'est le comité d'investissement qui va chaque mois analyser les marchés et prendre les 4 ETF, les 4 trackers les plus intéressants pour les clients. Et aujourd'hui, par exemple, pour un profil 5, un profil équilibré, nous sommes investis pour 20% dans le tracker MSCI World, 30% pour le tracker en actions européennes, donc ça fait 50% pour la partie actions de nos portefeuilles. Et rappelez-vous, il y a quelques instants, nous avons dit que nous nous trouvons dans une tendance haussière pour les marchés des actions. Donc à l'heure actuelle, nous sommes investis pour 50% en actions et c'est aussi le maximum pour le profil 5. Puis, pour la partie obligations de nos portefeuilles, nous sommes investis dans les obligations à haut rendement avec un peu plus de risque pour les investisseurs. Et évidemment, pour la partie matière première, on sait très bien aujourd'hui que le prix de l'or performe très bien, donc nous avons pris le choix d'investir dans le prix de l'or. Donc en général, je pense que la composition actuelle de nos portefeuilles reflète un peu tout ce qui se passe sur les marchés où les investisseurs ne sont pas du tout défensifs, Fabienne. Tout à fait. Et bien voilà, résumons maintenant les principales caractéristiques de notre solution de gestion discrétionnaire KeyPrivate. Donc la gestion KeyPrivate, c'est KeyTradeBank qui gère pour le client, qui gère pour vous, à partir d'un montant de minimum 15 000 €. Le portefeuille est bien sûr géré sur base du profil de risque qui aura été déterminé au préalable et choisi parmi les 10 profils de risque possibles. La composition des portefeuilles, donc nous l'avons vu concrètement, les portefeuilles sont investis dans des trackers. Les frais sont peu élevés, des frais de gestion de seulement 0,91% TVA comprises, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de transaction. Les taxes, nous en avons également parlé, donc comme je l'avais déjà dit, des taxes qui sont peu élevées comparées à d'autres formules d'investissement. KeyPrivate, c'est aussi une équipe, c'est un service dédié. Nous avons une ligne téléphonique directe, le 02 679 91 11, donc une ligne différente du service client, une adresse mail également directe. Donc voilà, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions par rapport à notre solution KeyPrivate. Nous sommes là pour vous aider pour l'ouverture d'un compte en gestion. Nous pouvons fixer un rendez-vous par téléphone, en visioconférence ou également présentiel dans un de nos bureaux de KeyTradeBank. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors je vous invite à vous poser 3 questions. Avez-vous le temps de gérer vos investissements? Avez-vous envie d'y consacrer du temps? Et puis finalement, avez-vous l'expérience, les outils, les connaissances nécessaires pour le faire? Si vous répondez non à une ou à toutes ces questions, non, je n'ai pas le temps, non, je n'ai pas envie de gérer mon patrimoine moi-même, ou non, je n'ai pas suffisamment de connaissances, d'outils, d'expérience pour le faire, eh bien, la solution KeyPrivate est une solution pour vous. Merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations. Merci, Fabienne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. À très bientôt.